En fait, le travail que je vous propose aujourd'hui, c'est pas vraiment un travail inédit, mais comme on m'a dit que c'était surtout voilà, une réflexion qui n'a pas forcément de publication, je me suis permise donc de vous faire part d'une question qui m'occupe quand même depuis maintenant près de 2 ans. Nicolas le sait très bien, puisqu'en fait, c'est dans un colloque que Nicolas avait organisé sur la nation littéraire que j'ai présenté la première fois en fait, ces réflexions. Donc, c'est l'intitulé Repenser le 19e siècle russe à partir du féminin, question d'historiographie. Donc en fait, je pars du principe, donc quelque chose qui est très connu, c'est que l'historiographie littéraire russe, elle identifie généralement le 19e siècle comme ce moment de cristallisation des mythes nationaux, d'établissement du canon littéraire, de normalisation de la langue nationale et aussi de sacralisation de la personne de l'écrivain, que connaissent la plupart des cultures écrites sous diverses appellations. Ça peut être le siècle d'or, le grand siècle, le siècle classique. Pour pas mal de cultures d'Europe centrale-orientale, le siècle de renaissance nationale, etc., etc. Alors le 19e siècle, c'est bien le Zolotoï viek, le siècle d'or, le grand siècle russe, puisqu'il a établi la valeur littérature, il lui a conféré son champ autonome, il a connu sa querelle des anciens et des modernes, et il a généré sa langue littéraire et ses classiques. Mais traditionnellement, la notion de classique, elle est liée à celle de nation, voire au concept forgé par le romantisme de génie national, et les classiques sont adossés à un corpus littéraire qui est complètement figé dans ses dimensions territoriales, temporelles, symboliques, comme l'ont montré donc dans leurs nombreux travaux sur le domaine russe les sociologues de la littérature dont je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé, on va encore beaucoup les évoquer, Abraham Rifblat, Babs Dubin, ou Lev Gudkov, ou alors quelques autres encore qui ont été cités, je ne sais plus si c'est Daria ou Laetitia qui en avait parlé dans l'introduction. Donc dans cette perspective, les histoires littéraires, ou de la littérature d'ailleurs, du grand siècle classique russe, possèdent un caractère muséographique affirmé. Ce sont pour leur grande majorité des histoires hagiographiques, les grands auteurs, anthologiques, les grands textes, ethnocentrés, et enfin et surtout pour ce qui m'intéresse aujourd'hui, androcentrés, ce dernier point donnant tout son sens à cette réflexion de Roland Barthes sur l'historiographie littéraire comme une succession d'hommes seuls. Alors, certes, tout canon littéraire s'établit en marginalisant une grande part de la production textuelle, mais il n'en reste pas moins que le caractère unisexe du texte classique russe relève d'une anomalie si on considère le fait que l'absence des femmes dans les histoires littéraires du XIXe siècle ne correspond ni à la réalité des pratiques d'écriture et d'édition, puisque les femmes publient en Russie depuis le milieu du XVIIIe siècle, ni à celle des pratiques de lecture, puisque ces autrices étaient, pour un certain nombre d'entre elles, lues et appréciées de leurs contemporains. D'autre part, leurs écrits interagissaient avec ceux de leurs homologues masculins, selon des modalités diverses, dialogues épistolaires et ou poétiques, recensions, articles critiques, ceux de Vissarion Bielinski, par exemple, sur Maria Zhukova, lecture publique ou autres manifestations de reconnaissance littéraire. Alors on peut également citer l'importance des salons, les salons littéraires, comme espace de socialisation et de rencontres hommes-femmes, d'interaction et de diffusion des textes féminins. C'est-à-dire que par rapport à la présentation qu'on nous fait généralement des salons littéraires en Russie, où les femmes seraient celles justement qui seraient dans le rôle des maîtresses de maison et les hommes viendraient parler de leurs œuvres, en fait ça ne se passait pas forcément comme ça. Et d'ailleurs les femmes de lettres ont été recensées tout au long du XIXe siècle dans une série de catalogues et de dictionnaires spécifiques. Alors par exemple, j'ai cité quelques ouvrages ou articles importants, le catalogue bibliographique des écrivaines russes, Bibliographicheский каталог российским писательницам de Stepan Roussov en 1826, avec 97 noms. Les matériaux pour une histoire des femmes auteurs russes, qui ont été établis par le poète et ethnographe Mikhail Makarov, 65 noms, publiés en 1829 dans la fameuse Revue des Dames, Damski Journal. Dans le bulletin de la ville de Moscou, les écrivaines russes, en fait une rubrique qui s'appelait les écrivaines russes du XVIIIe et XIXe siècle, dans laquelle, donc une rubrique dans laquelle Nikolai Ilievitch a fait paraître une série d'articles tout au long de l'année 1847. Et puis surtout, ce qui est un ouvrage très important, le dictionnaire des écrivaines russes, Slavar Ruskaya Pisательниц,
du prince Galitzine, paru à Saint-Pétersbourg en 1885, et cette fois 1286 noms d'auteurs, avec un E, écrivant en russe ou dans d'autres langues. Et puis en 1891, on peut aussi citer l'ouvrage de Stepan Panomaryov qui s'intitule Nos écrivaines, Nashi pisательницы, qui contient, c'est un ouvrage qui contient dans sa première partie un classement des écrivaines qui sont mentionnées dans le dictionnaire de Galitzine et qui sont présentées par genre, les belles lettres, les traductions, les mémoires, la littérature religieuse, la littérature pédagogique, etc., etc. On les présente aussi par sphère d'activité, les éditrices, les journalistes, ainsi qu'à l'intérieur de courtes études. Et il est vraiment très intéressant ce texte parce qu'on les replace justement dans le contexte sociétal, artistique, éditorial et critique de la réception de leurs œuvres. Et la deuxième partie de Nashi pisательnicy est conçue comme un complément. Il comporte 419 entrées qui correspondent soit à des auteurs qui n'ont pas été répertoriés dans le dictionnaire de Galitzine, soit ce sont des additions, des corrections, des amendements qui sont apportés à son dictionnaire. Alors le tout premier ouvrage bibliographique qui mentionne des écrivaines en Russie, c'est l'essai d'un dictionnaire historique des écrivains russes de Nikolai Navikov en 1772, Opit исторического российского словаря о российских писателях. Donc, il est publié en 1772, il est réédité en 1867 dans les matériaux pour une histoire de la littérature russe du célèbre bibliographe Piotr Ephremov. Et l'essai de Navikov fait mention de 9 femmes sur un total de 309 écrivains, donc en 1772. Alors on sait que c'est un dictionnaire le dictionnaire de Navikov est loin d'être complet, mais ces 9 femmes sont donc, je pense que c'est important de les citer, Yekaterina Dashkova, Maria Zubova, Yekaterina Knezhnina, Alexandra Rjevskaya, Natalia Titova, Elizaveta Khraskova, Maria Khrapovitskaya, Yekaterina Ulusova et l'impératrice Catherine II. Alors, en plus de ne pas obéir à une présentation chronologique forcément hiérarchisée ou déterministe, les dictionnaires et les catalogues qui ont précédé les ouvrages d'historiographie à proprement parler possèdent aujourd'hui, pour moi, une vertu cardinale qui est celle de la nomination et de l'identification biographique. Nommer quelqu'un, en effet, c'est la première façon de lui conférer à la fois autorité, et dans le cas d'une écrivaine, lui conférer octorialité. Et ceci est d'autant plus important que l'anonymat a quand même été le lot de beaucoup d'écrivaines russes déjà de leur vivant. Nombre de leurs textes ne furent pas publiés, ou quand ils étaient publiés, c'était parfois sans la mention du nom complet de l'auteur, sous de simples initiales par exemple, sous un pseudonyme masculin. Ça c'est une pratique qui est très répandue jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, et qui pose d'ailleurs aujourd'hui des difficultés assez importantes dans le domaine de l'attribution des œuvres, et beaucoup de polémiques. Ces difficultés sont encore augmentées par des cas de vol de texte, dont les femmes ont parfois été victimes, de la part d'éditeurs, de confrères, voire de maris ou d'amants peu scrupuleux. Alors, pour être nécessaire, le geste qui consiste à redonner et un nom et une histoire aux auteurs russes qui en ont été dépossédés n'est pas uniquement un geste mémoriel, il est surtout, pour moi aussi et surtout, épistémologique, pour ce qui est justement d'une historiographie littéraire restée jusqu'à nos jours à l'écart de la plupart des questionnements qui ont rénové en profondeur l'écriture historique depuis le dernier tiers du XXe siècle, entre autres sous l'influence des différentes studies, gender studies, cultural studies, subaltern studies, etc., etc. Donc on est dans une sorte de zone grise avec cette littérature des femmes du XIXe siècle, mais qui est du coup à la fois une contre-littérature ou une sorte de contre-champ littéraire, pour reprendre Bernard Mouralis. Là, cette fois, pour citer Homi Bhabha, on pourrait parler d'un tiers espace de la culture aussi, en tout cas un espace de prise de parole par des subalternes, ceux ou celles justement dont la parole est niée. Alors, pour essayer de comprendre justement ces mécanismes d'invisibilisation, ou ce qu'on appelle, c'est plus facile à prononcer, l'effet Matilda, dont les écrivaines du grand siècle russe ont été victimes dans les histoires de la littérature russe rédigées à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'aux plus récentes, je me situerai donc au croisement de l'historiographie, comment elle s'élabore, de la littérature, et surtout la fabrication des classiques, et des études de genre ou des études féminines, les Women's Studies. Ça passe mieux que les études de genre, les études féminines, surtout en Russie. Alors actuellement, les travaux qui portent sur les femmes de lettres en Russie au XIXe siècle restent circonscrits à des champs de recherche qui sont spécifiques et morcelés, et il me semble intéressant de les réunir
non pas pour écrire une énième histoire des écrivaines russes, parce que la recherche anglo-saxonne les a multipliées depuis les années 1990, mais surtout pour défamiliariser notre rapport au canon, proposer de nouveaux marqueurs pour l'histoire littéraire russe du 19e siècle. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas trop exhaustive, je reste sur le 19e siècle. Le siècle qui est sans doute le plus difficile à repenser en Russie, tout en étant paradoxalement, du point de vue de l'historiographie littéraire, le plus lacunaire. Je donnerai également des bornes inédites au grand siècle russe qui vont peut-être faire bondir Rodolphe, on peut en discuter. Donc ça commencerait plutôt dans les années 1760 avec la publication des premiers écrits féminins qui accompagnent des transformations très importantes aussi de l'espace littéraire en Russie, jusqu'aux années 1890 qui voient concomitamment la reconnaissance de la légitimité des écrivaines dans l'espace public russe avec les mouvements symbolistes et le processus de leur dévalorisation dans l'historiographie littéraire qui est justement en train de se constituer. Alors, s'interroger sur les raisons de cette forme particulière de l'effet Matilda dans l'historiographie littéraire russe, c'est tout d'abord s'interroger sur la façon dont on écrit l'histoire en général. En effet, écrire l'histoire de la littérature d'un pays participe pleinement de l'élaboration de l'histoire de la nation, cette communauté imaginée, pour reprendre les termes de Benedict Anderson, dans son ouvrage paru en 1983. Et en tant que discipline éminemment patrimoniale, l'histoire de la littérature contribue à l'édification de ce que Pierre Nora a quant à lui appelé le roman national, terme aujourd'hui extrêmement galvaudé, mais bon, autrement dit, selon Pierre Nora, le récit patriotique généré par les historiens avec son mythe des origines, sa succession de grands hommes et de grands événements, exposés selon les principes axiomatiques du déterminisme linéaire. C'est-à-dire que c'est cette sorte de conformité à une loi objective pour laquelle le russe a un mot, me semble-t-il, qui convient très bien, qui est zakonamiagnost. Le roman national, qui entend fonder en science et en raison l'ensemble des éléments constitutifs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité nationale, en Russie au XIXe siècle, on parlera plutôt de Russkaïe, eh bien, ce roman national proscrit de facto les identités multiples et tout ce qui est considéré comme marginal, mineur, périphérique. Et on peut identifier trois facteurs importants d'exclusion et de délégitimisation qui sont assez courants dans l'écriture de tout grand récit national, et pas uniquement le récit russe. L'étranger, ça c'est le premier, c'est-à-dire les cultures exogènes issues des politiques d'expansion impériale, d'émigration, décolonisation. Le dialectal, tout ce qui contrevient à l'idée d'un bien culturel commun à toute la nation, obshenarudny, en fait, en russe, et le féminin. Alors le lien entre littérature et nation est particulièrement solide en Russie, qui est un pays où le texte occupe depuis près de 2 siècles, on le sait, une place si importante et a fait l'objet d'un tel surinvestissement de la part des autorités culturelles et politiques successives, qu'on a parlé de littératurocentrisme pour la culture russe, l'histoire de la littérature servant de modèle idéalisant pour l'histoire nationale. Et comme l'écrit d'ailleurs Boris Dubin dans son article sur la culture littéraire classique et la culture de masse, donc je cite, au milieu de la seconde moitié du XIXe siècle, pour les catégories de population instruites et progressistes en Russie, la nation en tant que tout n'était incarnée ni par la monarchie, le tsar, ni par l'orthodoxie, l'Église, mais par la culture nationale et avant tout par la littérature. Alors au sein de toute culture littératuro-centrée, la réception des œuvres littéraires n'est pas seulement individuelle, elle se double toujours d'une réception patrimoniale, collective, et les écrivains élus au rang classique étant des vecteurs importants des processus de reconnaissance culturelle. Nos grands écrivains, notre fierté nationale, notre visibilité à l'étranger. Et depuis la fin du XIXe siècle, et donc le moment où la pratique de rédaction des histoires littéraires, ou des littératures plutôt, se généralise dans toute l'Europe, ce moment où les historiens qui sont porteurs d'une conception scientifique de leur discipline mettent au centre de leurs préoccupations une histoire politique de la nation et de ses grands hommes, eh bien, les histoires, depuis ce moment, les histoires du grand siècle russe sont des histoires mémorielles plutôt que des histoires critiques. En fait, elles sont porteuses d'une sorte de mystique nationale, elles visent avant tout à édifier des monuments, des emblèmes de la culture russe. Et donc, c'est en toute logique, avec des gros guillemets autour de logique, qu'aucune femme n'est admise dans le panthéon constitué au XIXe siècle des Pouchkine, Lermontov, Gogol, Turgenev, Goncharov, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov. Car un classique russe, c'est forcément un homme. L'une des choses parmi les plus difficiles à repenser est celle du rapport à la virilité de la nation, même si d'ailleurs, et à ses attributs culturels, même si d'ailleurs en Russie, assez paradoxalement, la nation est souvent qualifiée par des substituts
des substantifs féminins, mais surtout quand même maternels. Matière ordina, par exemple. Et si on part du principe que l'histoire littéraire est aussi un discours sur la littérature, eh bien on ne peut que constater la violence de ce discours et des mécanismes d'exclusion qui le fondent et qui l'accompagnent, et dont d'ailleurs les femmes ne sont pas les seules à subir les conséquences, puisqu'en effet le classique russe, c'est pas uniquement un homme, c'est un homme de religion orthodoxe, de langue russe, ce qui est quand même assez curieux dans le cas d'une culture impériale, aujourd'hui fédérative, c'est-à-dire une culture multiethnique, multiconfessionnelle, multilingue, et donc forcément métissée. Alors, en tant que symbole de la hiérarchie culturelle, l'auteur classique implique l'idée d'une nomenclature des productions de la littérature, et si le processus d'élection d'une œuvre ou d'un écrivain au rang classique relève bien évidemment des institutions culturelles dominantes, de l'ensemble des vecteurs de diffusion, les manuels, l'apprentissage scolaire, les cours d'université, les politiques de publication et de traduction, le système de prêts et de subventions, etc., on remarquera qu'en Russie, la fabrique des classiques ne dépend pas de ces seules instances, puisque les écrivains et l'intelligentsia ont participé et continuent de participer activement à ce travail de hiérarchisation et de pétrification culturelle. Et en témoigne encore aujourd'hui l'histoire littéraire en 4 tomes parus entre 2010 et 2015 sous le titre « La matrice littéraire, manuel rédigé par les écrivains », Literaturная матрица, учебник написан писателями. Parce qu'en dépit de toutes ces qualités, qui sont nombreuses, et il y en a beaucoup, eh bien cet ouvrage continue à exclure les femmes du corpus des auteurs du XIXe siècle, alors que les femmes sont présentes tant au niveau de l'édition que de la rédaction des manuels. C'est Anna Drugoveko-Janskaya, Ludmila Petrouchevskaya, Olga Slavnikova, pour ne citer qu'elle. Alors la présentation par la maison d'édition de ce qui se veut un manuel de littérature alternatif pour le XIXe siècle n'est de toute façon pas de celles qui entendent revisiter le canon et les hiérarchies littéraires, mais bien plutôt les renforcer. Donc je cite, voici cette présentation, des écrivains contemporains et des poètes nous proposent leurs réflexions sur les classiques russes dont les œuvres entrent dans les programmes scolaires de littérature. Donc parler autrement des classiques, c'est là où je veux en arriver, ça ne vaut pas remise en cause du système de sélection et d'évaluation. Et bien au contraire, j'aurais tendance à penser que ça contribue à asseoir encore plus fermement leur autorité et la légitimité des processus qui ont conduit à leur patrimonialisation dans l'historiographie. Et c'est aussi la conclusion à laquelle je suis arrivée en lisant le contre-manuel ou l'anti-histoire de la littérature russe de Marusia Klimova. Alors elle revendique une lecture iconoclaste des classiques russes qui va jusqu'à l'insulte, mais elle n'en continue pas moins à élaborer son récit selon les principes du patriarcat culturel. Et cette anti-histoire de Marusia Klimova, qui ne renverse pas du tout le rapport de Léon Jounet, reste une histoire d'homme et n'est finalement anti que dans ses intentions et dans son titre. Alors, ce n'est évidemment pas dans les manuels et autres histoires de la littérature plus officielle et plus traditionnelle qu'on va trouver mention, ne serait-ce que mention des écrivaines du XIXe siècle. Il n'y en a pas une seule dans l'histoire de la littérature russe du XIXe siècle de Vassili Kuleshov, paru en 1997 et que son auteur voulait pourtant novatrice parce qu'il faisait justement la critique des histoires soviétiques de la littérature. Il en va de même pour l'histoire de la littérature russe du XIXe siècle en 3 tomes publiée à Moscou en 2005 sous la direction de Valentin Karovin. Elle est disponible en ligne et c'est aussi un manuel comme celui de Kuleshov à destination des étudiants des VUZ, donc les établissements supérieurs russes et les enseignants. Le manuel d'histoire de la littérature russe du XIXe siècle, vraiment uniquement pour le XIXe siècle le plus récent à ce jour, qui est celui de Yuri Mineralov en 2017, il rétablit un peu la situation, même si l'iconographie de la couverture réaffirme sans ambiguïté la virilité de la littérature russe classique, parce qu'elle représente un hussard orné d'une magnifique paire de moustaches. Et l'auteur consacre quelques maigres paragraphes aux poétesses. Oui, non, c'était pas elle. C'est pas Douglova. Non, du tout. D'ailleurs, Douglova, elle n'avait pas de moustache en trop comme ça. Donc les poétesses Anna Volkova et Anna Bounina, donc il en parle dans sa section sur le romantisme russe, mais il ne dit en revanche pas un mot des romancières, et donc il relègue la littérature des femmes au seul genre finalement autorisé pour elle au XIXe siècle, de la poésie lyrique et du journal intime, autrement dit à la sphère du privé, qui a longtemps constitué leur seul domaine et leur seul horizon d'expérience. Et ce faisant, il me semble que Mineralov exclut les femmes du champ de la littérature classique ou de la littérature sérieuse, spéculative, humaniste, didactique, telle qu'elle s'est constituée autour du genre romanesque.
car la question des genres, c'est aussi, la question du genre, pardon, est aussi la question des genres littéraires. Alors les histoires exogènes, françaises, russes, allemandes, de la littérature russe, qui obéissent pour l'essentiel à des hiérarchies semblables à celles qui dominent dans les histoires endogènes, nous conduisent à la même constatation d'une permanence de l'invisibilisation des autrices du XIXe siècle. Et même l'ouvrage de référence dont on parle beaucoup, Russian Literature, d'Andrew Baruch Wachtel et Ilya Vinitsky, qui est paru en 2009, ne cite pour la période qui nous intéresse que les noms de Ekaterina Dashkova et de Yevdakia Rostachina, laquelle n'apparaît d'ailleurs que dans le chapitre consacré à Mikhail Lermontov, et plus encore, aucune des deux n'est mentionnée pour leur œuvre littéraire. Quant aux éditeurs de l'histoire de la littérature russe parus chez Fayard en 1996, nous y voilà, ils ont jugé bon, j'aime beaucoup moi cette histoire de la littérature russe, il y a plein de choses formidables, mais ils ont jugé bon, en l'absence d'autres sources, point d'interrogation, d'insérer dans le tome le 19e siècle, l'époque de Pouchkine et Gogol, ça aussi cette formulation elle serait vraiment à discuter. Donc ils ont inséré un article de Ruth Zernova datant de la période soviétique et traduit du russe sur les femmes écrivains. Le problème, c'est que bien qu'écrit en Israël, où l'auteur avait émigré en 1976, cet article témoigne, me semble-t-il, involontairement des tristes destinées de la pensée historiographique et féministe en URSS. Il ne présente pas d'intérêt herméneutique particulier, tout juste un intérêt informatif. Alors on peut mentionner aussi dans le même volume de l'histoire de la littérature russe de Fayard, l'article de Franz Göpfert sur Karolina Pavlova, qui est la seule autrice à faire l'objet d'un article séparé pour toute la littérature russe du XIXe siècle, avant son âge d'argent, bien évidemment. Alors, vous avez évoqué l'ouvrage auquel a participé Stéphanie Sandler, qui est paru l'année dernière à Oxford, donc il faudra que j'aille voir, parce que Stéphanie Sandler a beaucoup travaillé sur les écrivains femmes, donc on peut espérer que dans la partie, je ne sais pas, je ne l'ai pas consulté encore, que dans la partie sur le 19e siècle, peut-être va-t-on trouver enfin mention, au moins mention de quelques autrices. Alors aujourd'hui, seul Internet nous permet de sauver de l'oubli auquel les institutions culturelles et les histoires littéraires les ont condamnées, des écrivaines comme justement Maria Zubova, Anna Bounina, Zinaida Valkonskaya, Yevdakia Rostachina, Karolina Pavlova, Maria Zhukova, Anna Zontag, Yelena Gan, Avdatia Panaeva, etc., etc., etc. Autant de noms totalement inconnus du grand public, mais aussi, hélas, d'un certain nombre de slavistes. Et nous avons pourtant aujourd'hui la chance de disposer sur la toile d'une base de données très précieuse qui est établie par Yuni Galvunov, qui s'appelle Les écrivaines de Russie, matériaux pour un dictionnaire bio-bibliographique avec 15 000 entrées. Bien évidemment, il faut faire du tri après. Alors, dire que les femmes sont absentes de l'historiographie littéraire russe pour ce qui est de sa période classique, c'est parler des femmes en tant que sujet, bien sûr. En tant qu'objet, elles sont au contraire les victimes d'une surreprésentation et d'une suridéalisation. Et la dialectique sujet-objet est ici fondamentale, car on constate que la place accordée aux femmes dans les histoires de la littérature russe est inversement proportionnelle à l'idéalisation de la figure féminine dans les œuvres de fiction écrites par des hommes. Autrement dit, plus les femmes jouent un rôle majeur en tant qu'héroïnes de romans ou de poèmes, objet de la littérature, plus elles jouent un rôle mineur en tant qu'écrivaines, sujet de la littérature. Et c'est ce qu'explique Barbara Elt dans un ouvrage fondateur de 1987 qui s'appelle Terrible Perfection, Women and Russian Literature, et qui souligne vraiment tout le paradoxe entre la marginalisation sociale et la centralité symbolique. Je saute quelques pages pour en arriver à ma conclusion qui va être peut-être un peu longue, mais pour revenir à mon propos initial, faire entrer les femmes dans l'histoire et dans les histoires de la littérature du XIXe siècle sera à mon avis une façon de refonder ces dernières sur des bases à la fois plus actuelles et plus conformes à la réalité des processus littéraires, tels qu'on peut les retracer à partir des œuvres et de leur environnement, plutôt qu'à partir des reconstitutions de l'historiographie. Ce serait une façon, on l'a dit, de bousculer les hiérarchies, de déstabiliser le canon, de repenser les périodisations, tout ce qu'on a envie de faire ici. C'est ce que suggère d'ailleurs Katriona Kelly dans A History of Russian Women's Writing. Ce serait une façon de rejeter les approches verticales, linéaires, surplombantes, pour donner la primauté au foisonnement, à la complexité des situations, aux circulations, à l'hybridation. Et il est aujourd'hui prouvé, dans de très nombreux domaines de l'art, que la prise en compte des œuvres des femmes peut modifier les grands récits historiques, renouveler la théorie et la critique, en compliquant non seulement les périodisations, mais aussi les catégories esthétiques héritées, et qui président au regroupement des œuvres et qui surdéterminent aujourd'hui leur lecture et leur réception. Alors, afin de parvenir, après les objectifs, les outils,
Afin d'y parvenir, on pourrait considérer les identités littéraires en termes de rhizomes plutôt que de racines, pour reprendre Édouard Glissant, que j'aime beaucoup, et avant lui Gilles Deleuze et Félix Guattari, ce qui permettrait une redistribution de l'autorité dans l'espace et dans l'historiographie littéraire. On pourrait faire appel à la théorie du polysystème d'Itamar Evenzoar, Rodolphe Baudin connaît bien, qui envisage, alors je pars sous votre contrôle, qui envisage l'objet littérature comme un ensemble d'une structure souple, multiforme, hétéronome, changeante, le lieu de tension constante justement entre genre mineur et majeur, texte peu et très reconnu, forme conservatrice, secondaire, il dit innovatrice, primaire. On pourrait s'inspirer aussi des formalistes russes qui ont cherché en leur temps à rendre visibles des pratiques enfouies, oubliées ou sous-estimées par l'historiographie littéraire, des œuvres qui se sont trouvées à un moment ou à un autre hors système, car elles n'étaient pas ajustées à l'ordre littéraire existant. Mais si c'est bien de cet oubli et de ce défaut d'ajustement dont souffrent les œuvres des autrices russes du XIXe siècle, elles n'ont cependant pas eu la chance d'attirer l'attention d'un Viktor Shklovsky, d'un Boris Ehrenbaum ou d'un Yuri Tinianov. On pourra enfin s'inscrire dans l'héritage, aujourd'hui presque inexistant en Russie hélas, de Rivblad, Dubin, Gudkov et les autres, dont les études en sociologie de la littérature ont permis de remettre en cause l'ensemble du système d'évaluation littéraire en Russie depuis la fin du XIXe siècle, mais eux non plus n'ont pas vraiment poussé leurs investigations du côté de la littérature des femmes, ou uniquement de façon tout à fait ponctuelle. Donc dans une Russie qui n'a pas pris encore la pleine mesure de son héritage matrimonial, j'appelle donc à penser la littérature russe du XIXe siècle en termes de matrimoine, plutôt que de patrimoine, parce que la conquête par les femmes de la littérature russe et de l'historiographie, c'est aussi la conquête du classique, avec tout ce qu'il suppose de codification, de contraintes sociales, de contrôle et d'autocontrôle, par une forme finalement libératrice de modernité aussi bien formelle que thématique. Il me semble en effet important de souligner que la marginalisation et l'invisibilité peuvent posséder des avantages, et que la situation spécifique des écrivaines russes, qui se trouvent à l'intérieur, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des processus littéraires, leur long bannissement de la plupart des genres littéraires prétendument sérieux, et en ce sens la théorie des trois styles de Lomonosov était aussi une théorie de la partition masculin-féminin, leur cantonnement dans des formes d'écriture mineures, voire domestiques, et en tout cas considérées comme secondaires, sont autant de facteurs qui ont permis finalement à ces écrivaines d'être à plusieurs reprises des agents actifs de la modernité, et entre autres si on comprend la modernité, à l'instar des formalistes russes, comme la légitimation des petits genres dans le champ littéraire. Parce que la modernité, justement, c'est bien l'égalité des genres entre eux et l'égalité des genres littéraires. Donc les auteurs femmes ont ainsi pu parfois anticiper les pratiques littéraires des hommes de quelques années, voire de plusieurs décennies. Je pense par exemple à l'autobiographie confessionnelle, peut-être même la poésie élégiaque, ça se discute encore. C'est aussi parce qu'elles occupaient des espaces marginaux et donc moins exposés que les femmes ont souvent contribué dans leurs œuvres à faire tomber un certain nombre de tabous et d'archaïsmes qui étaient propres à la littérature russe écrite, en s'emparant des refoulements culturels et sociaux, en étant parfois les premières interprètes, donc le discours sur le moi, l'introspection, le discours sur le corps, ça on en parle souvent, mais peut-être aussi de façon plus inattendue le discours politique. Mais ceci est une autre question et fera peut-être aussi un jour l'objet d'une autre communication. Merci. Merci beaucoup, chère Cathy, pour ce magnifique exposé, extrêmement riche, et qui nous montre encore une fois à quel point le travail sera lourd. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite? Merci beaucoup. Merci, c'est très, très bel exposé. Un des lieux, mais vous l'avez dit finalement d'une certaine manière, un des lieux où les femmes ont plus vite reconquis un statut de sujet plutôt que d'objet dans le discours sur la littérature, c'est justement l'histoire de la réception, parce que comme elles écrivaient beaucoup d'égo-documents, on a un massif relativement important de notations personnelles sur les effets de lecture, sur ce qu'elles aimaient lire, etc. C'est-à-dire qu'en tant que lectrices, elles ont plus vite conquis une autonomie de sujet qu'en tant qu'écrivaines. Voilà. Dans l'historiographie de ces dernières années. J'ai rien à ajouter à ça. Oui, non,
Merci beaucoup. Mais là, pour la périodisation, on commence le... Ah, pardon. Non, J'étais dans le lobby comme ça. Pardon, Alexis. Vous finissez votre Non, question. non. Je vais attendre. Alexis. D'accord. Merci. Je suis tout à fait solidaire du projet et de l'intention. Et j'aimerais essayer maintenant de le faire, de le confronter avec l'idée de l'histoire de la littérature. Encore une fois, une certaine exhaustivité, représentativité, etc. Donc, dans quel genre de projet on s'engage? Est-ce que c'est un projet un peu, très peu de nos jours, mais un tout petit peu militant, dans le sens où on va reviser les hiérarchies, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit transsectionnel, c'est-à-dire lutte des femmes, lutte des minorités ethniques, des LGBT, et il y a des recherches qui émergent là-dessus. Est-ce que c'est comme ça qu'on définirait alors le projet, ou bien, si ce n'est pas le cas, comment on va cadrer cette apparition des sous-représentés dans un projet magistral un peu classique de l'histoire de la littérature? Alors, moi, mon projet, il est beaucoup plus modeste que de... Alors, il y a beaucoup d'historiens en ce moment qui travaillent sur le croisement, justement, des différentes histoires dénominées en disant qu'il faut vraiment qu'on croise tout ça, justement. Hein, donc, les stories from below, les études subalternes, donc les immigrés, les femmes, on met un peu tout le monde, voilà, et on essaie de faire émerger le tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un projet qui est très concret. C'est-à-dire que toutes les femmes ne méritent pas, au XIXe siècle, d'entrer dans l'histoire de la littérature, sans doute. Donc, on fait déjà un travail de sélection qui vaut ce qui vaut, avec mes étudiants de Master 2, donc j'en ai mis plusieurs sur ce projet. D'abord, on va essayer de sélectionner un ensemble de textes, parce qu'il est bien évidemment que les femmes n'ont pas fait œuvre comme les hommes ont fait œuvre au XIXe siècle. Les conditions socioculturelles ne le permettaient absolument pas. Donc ça, c'est une évidence. En revanche, il y a des textes qui émergent, des romans, des poèmes narratifs. Pas uniquement, justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de sortir de la poésie et de l'ego document et d'aller plus sur ce genre de terrain-là, et donc de faire traduire déjà ces textes, c'est-à-dire j'aimerais une double publication, faire traduire déjà ces textes qui me semblent importants et qui méritent d'être rendus visibles dans l'histoire de la littérature russe du XIXe siècle, et de reprendre cette histoire du XIXe, justement, vraiment une fois encore, en partant des années 1760, en allant jusqu'aux années 1890, qui sont les bandes que j'ai données. Mais je ne vais pas m'amuser à croiser, par exemple, la littérature russo-juive, mériterait peut-être aussi au XIXe siècle d'être exhumée. Je parle de tout le monde, voilà. en fait. Oui, voilà, tout le monde. Mon but n'est pas de faire sortir tout le monde. J'ai pas... Mais en revanche, si on travaille... Moi, pour l'instant, je travaillais seule avec mes étudiants et 2 ou 3 personnes du groupe de recherche créole. Donc, on était plus sur ces questions-là. Faire sortir des textes. Faire sortir des textes et les donner à lire au public pour voir finalement s'ils passent. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on va les recevoir? Comment on va les lire? Et est-ce qu'il est possible, à partir de ces textes-là, vraiment des productions littéraires, de revoir cette histoire du XIXe siècle russe? Est-ce que ces textes méritent aussi finalement d'être exhumés? Moi j'ai essayé d'exhumer Leskov pendant des années, et ben Leskov, le seul jour où il a eu du succès, c'est quand on a fait un film, et puis quand il y a Shostakovich qui est à l'Opéra Bastille avec Lady Macbeth. Donc voilà, est-ce qu'on essaye d'exhumer des choses, ça ne fonctionne pas toujours. Moi mon but, il est très concret là en fait. Mais justement, je pense qu'il y a... Je me suis pas bien exprimé. Je veux dire, non, en fait, la question était pour tout le monde, donc tout le monde ici, donc pas tout le monde les subalternes, négligés, etc. Mais en fait, moi, j'y vois une vraie proposition. Et si on faisait une histoire de littérature anti-hégémoniale, donc qui va justement à l'encontre de toute... de ces blind spots qui va aborder tout ce qui n'a pas été vu, pris en charge dans les histoires hégémoniques, patrimoniales, avec pater énorme et très moustachou sur la couverture, etc. Donc c'est une question que je pense mériterait d'être débattue aujourd'hui et demain. Je crois que c'est ce vers quoi on tend. Après, faut pas non plus... Enfin, moi j'ai toujours le risque avec les sujets que j'ai traités de remplacer des étiquettes par d'autres étiquettes.
C'est-à-dire, quand on traite de l'histoire des femmes, de traiter par exemple l'histoire des femmes comme si c'était une histoire dans un espace безвоздушное пространство, voilà, et que c'était lié à rien en fait. Mais par contre, la perspective qu'on adopte, je crois, pour l'instant, c'est justement celle d'une déconstruction du canon et de l'inclusion. Et ce que tu as dit tout à l'heure, mais je me souviens plus des termes exacts, à la fin sur l'histoire de la littérature qui du coup doit être écrite avec la prise en compte du dynamisme interne entre centre et périphérie, entre unité et multiplicité. Voilà. Donc, du coup, on inclut tout le monde. Alors, pour l'instant, si je peux répondre, si on a encore cet échange. L'argumentaire ne fait pas du tout sortir cette intention-là. Et la perspective socio-historique, celle d'un Red Blatt, etc., finalement, elle ne va pas changer la donne, pour le coup, statistique, qui est celle du 19e siècle. Donc, des hommes éduqués qui largement dominent la société. Les femmes n'ont pas l'accès à l'éducation universitaire, notamment. Donc, en termes de consommation, en termes de lectorat, ça ne va pas renverser le paysage. En revanche, si on décide, dès l'entrée de jeu, que c'est ça ce qui nous intéresse, qu'on va aller chercher ces agents sans voix ou avec une voix, mais petite voix qui n'a pas été entendue jusqu'ici, ça c'est vraiment notre intention pour moi. Pour la question du lectorat, je crois que, enfin, c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire, mais surtout ne réduisons pas le lectorat des œuvres des femmes aux femmes. Parce que, par exemple, pour Anna Bounina, Irène Baïdine a vraiment fait un super beau travail. Quand Anna Bounina a publié ses œuvres, donc il y a eu des souscriptions, et elle a regardé qui souscrivait et combien de personnes ont souscrit. Il y avait très peu de femmes dans les souscripteurs, en fait, pour les œuvres de Bounina. Il y avait beaucoup de souscripteurs, alors beaucoup de familles de la noblesse, bien évidemment russe, hein, ceux qui avaient accès à la lecture et aussi à l'écriture, mais il n'y avait pas énormément de femmes. Et Bounina a quand même été publiée par l'Académie impériale de son temps. C'était quand même... Peut-être parce que c'est malheureusement les hommes qui constituent oui, les bibliothèques familiales. Absolument. Et une question... Aussi, oui, pour la question des bibliothèques, c'est vrai. Il y a aussi la question des bibliothèques. Une question qui me Mais il y avait encore moins de femmes lors de la deuxième souscription, parce que Bounina leur a donné des poésies patriotiques et militaires, elle écrivait comme un homme, on disait à l'époque, c'est horrible. Donc du coup, je ne pense pas que les femmes la lisaient beaucoup. D'ailleurs, elle a écrit, juste par rapport à Bounina, un poème extrêmement intéressant qui s'appelle « Conversation entre les femmes et moi ». Donc elle a un cœur de lectrice qui lui disent « Ah, enfin une poétesse, tu vas pouvoir parler de nous, tu vas pouvoir… » Et elle leur sert des morceaux de poésie guerrière, patriotique ou bucolique, en recherche de nature. légitimité. Tout à fait, elle montre aussi qu'elle est capable d'écrire sur tous ces thèmes-là, comme si elle était un homme. Et à la fin, la conclusion, c'est « Je suis désolée, ce sont les hommes qui donnent les lauriers de la gloire, et pas les femmes, donc je ne peux pas jouer autrement que dans leurs règles. » Ce poème, il est extraordinaire, c'est une sorte de mise en abîme, justement, et de la situation, et de sa virtuosité stylistique aussi, par contre. Dernière question. Oui, pardon, aussi. Pour un domaine où les autrices sont déjà assez présentes dès le XVIIIe siècle, c'est les traductions. Madame Jarvis au XVIIIe, George Sand au XIXe siècle. Est-ce que ça a une place dans ce projet? Et d'ailleurs, Madame de Genlis a été traduite par des femmes à la fin du XVIIIe siècle en russe. Aussi Bernardin de Saint-Pierre, la chaumière, comment ça s'appelle la chaumière, tout le monde connaît Paul et Virginie, il y a aussi une chaumière dont je ne me souviens plus comment elle est caractérisée. Et d'ailleurs, la traductrice de la chaumière, je ne sais plus quoi, de Bernardin de Saint-Pierre, s'est fait piquer sa traduction par son éditeur qui l'a mis ensuite sous son propre nom. Mais il y a bien évidemment aussi une grande... Elle commence par les genres bas de Lomonosov, la traduction, la poésie épistolaire, le roman épistolaire. Les premières formes de romanesque utilisées par les femmes sont des romans épistolaires, à la fin du XVIIIe siècle, avec la vague du sentimentalisme aussi. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est journal intime, mémoire, etc. Merci beaucoup.